Aujourd'hui, je vais parler de la Ve République française, quels sont un peu les problèmes que je vois avec, quelles sont les réformes que j'aimerais faire, mais avant ça, il faudrait évidemment que j'explique un peu comment ça fonctionne et quelles sont les interactions entre les divers pouvoirs qui fait que cette Ve République est à mon avis relativement problématique. En plus, je pense que ça tombe bien avec les élections de 27 qui arrivent, avec les propositions de 6ème République qui sont de nouveau sur la table, par exemple par Mélenchon. Alors la Ve République, elle a été créée, inventée en 1958 par De Gaulle et un avocat, Michel Debré, je crois, si je me souviens bien, qui lui a un peu écrit sa constitution dans le contexte de la guerre d'Algérie, où des généraux d'Algérie avaient débarqué en Corse et menacé de faire un putsch à Paris même. Le président du Conseil à l'époque de la 4ème République avait dit « Bon, la 4ème République, on peut pas gérer ça », on rappelle De Gaulle, on lui dit « Ok, t'as les pleins pouvoirs, résous le problème, et après, écris un peu ta constitution pour que ce genre de truc n'arrive plus ». En 58, il faut savoir que la 5ème République n'avait pas encore l'élection du président au suffrage universel. De Gaulle le voulait déjà à l'époque, mais les gens pensaient que ça allait donner trop de pouvoir au président, mais étant donné que De Gaulle a été élu premier président de la 5ème, il a utilisé l'article 11, ce qu'il n'avait pas vraiment le droit, mais je reviendrai là-dessus plus tard, en 1962 pour faire élire le président au suffrage universel direct. L'autre grande réforme de la 5ème République, qui fait qu'elle a un peu été modifiée comparée à ce qu'elle est aujourd'hui, c'est le passage du septennat, donc de 7 ans pour le mandat du président à 5 ans en 2002 avec la cohabitation de Jospin, mais sinon, la 5ème République fonctionne à peu près pareil depuis le début. Donc, en termes d'institutionnel, la 5ème République, ce qui est bien de commencer, c'est avec le président. Le président, il est élu au suffrage universel direct, en 2 tours, c'est-à-dire au premier tour, on vote pour un candidat. Les 2 candidats qui ont le plus de voix au premier tour s'affrontent au deuxième tour, et le candidat qui remporte le plus de voix est ensuite élu. Ça permettait à l'époque, étant donné que la vie était bipolarisée, à ce que, en gros, chacun des 2 blocs se départage en interne au premier tour, ok, lequel de nos partis, lequel de nos candidats le plus fort arrive au deuxième tour, et donc ensuite, au deuxième tour, ça permet à chaque bloc de voter pour son candidat, et de regarder, c'est le bloc qui était le plus fort à un moment T, qui est élu président. Aujourd'hui, évidemment, ça marche moins bien, parce qu'on a 3 blocs, et donc, il y a toujours au moins un des 3 blocs qui n'est pas présent au second tour, ces derniers temps toujours la gauche, et donc ça crée évidemment beaucoup de frustration dans le pays. La France est un régime semi-présidentiel, ça veut dire qu'il y a un président, il y a un Premier ministre, et ce Premier ministre, il est responsable devant le Parlement, devant spécifiquement l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale peut renverser le Premier ministre par une motion de censure classique, simple, c'est pas une motion de censure constructive comme en Allemagne, c'est-à-dire que la motion de censure, elle est votée, le Premier ministre, il démissionne, et il n'y a pas de remplacement, le président, c'est lui qui nomme le Premier ministre, donc c'est lui qui nommera le remplaçant du Premier ministre s'il est renvoyé par le Parlement. Le Parlement de la 5ème République, c'est un parlement bicaméral, il y a l'Assemblée nationale, il y a le Sénat. Le Sénat, il représente un peu les collectivités territoriales, donc il est élu indirectement par des grands électeurs, qui sont basiquement les élus locaux, que ce soit les élus des régions, des départements ou des communes, mais les petites communes ont un poids énorme dans la composition du corps électoral du Sénat, et ça fait que le Sénat est structurellement à droite depuis hyper longtemps, je crois qu'il était que 3 ans pas à droite, sous la présidence Hollande, le PS avait récolté plein de petites communes et de départements, etc. Mais voilà pour le Sénat. Et sinon, l'Assemblée nationale, elle est élue en scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, comme le président, mais c'est un peu différent parce que dans une circonscription, pour aller au deuxième tour, c'est pas juste les top 2, il faut 12,5 ou 6, je crois, % des inscrits, c'est-à-dire plus la participation est haute, plus le seuil pour le deuxième tour est basse, et c'est pour ça qu'on peut avoir ce qui s'appelle des triangulaires, voire des quadriangulaires au deuxième tour dans certaines circonscriptions aux législatives, et certains candidats peuvent être élus avec moins de 50% des voix au deuxième tour. En termes d'organisation territoriale, comme j'ai dit, il y a les régions, les départements et les communes, qui ont chacune un peu leurs compétences propres, mais la France est un État centralisé, donc la plupart des décisions, la plupart des lois, les budgets, etc. se votent à Paris. Les différentes régions n'ont pas de pouvoir d'imposition propre. Juste pour revenir sur le Parlement de la 5ème, c'est un Parlement bicaméral, mais c'est un bicaméralisme inégalitaire, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale a le dernier mot sur une loi si le Sénat et l'Assemblée nationale n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une loi, autrement dit, si l'Assemblée nationale est pour une voie et le Sénat est contre cette loi. Donc, si on regarde juste ces éléments un peu sur le papier comme ça, on se dit pas tout de suite « Ah ouais, la 5ème République, c'est un régime dangereux, où le président, il a tous les pouvoirs ». Mais il y a quelques petites subtilités qui s'additionnent toutes l'une avec l'autre, et qui fait que, de fait, le président a dans la 5ème République basiquement tous les pouvoirs. C'est pour ça que la 5ème République a souvent été décrite comme une monarchie élective, une dictature élective, Mitterrand parlait de coup d'état permanent, etc. Le premier truc, c'est que, depuis le quinquennat surtout, mais c'est déjà un peu le cas avant, parce que le président, il a le pouvoir de dissoudre
le Parlement, et donc, avant, ce qui se passait avec le septennat, l'Assemblée nationale était déjà élue sur 5 ans, le président était élu, une fois élu, il dissolvait l'Assemblée nationale, et il y avait des élections. Aujourd'hui, c'est plus mécanique, il y a l'élection du président et les élections législatives peu après, mais enfin, l'effet que ça faisait était le même, c'est-à-dire que le président, il vient de gagner, il a une aura énorme, les partisans du président, ils sont motivés à voter pour le parti du président, les opposants du président, ils sont démoralisés, il y a aussi des gens qui sont là, ah, le président, on vient de l'élire, bon, on va lui donner une majorité, comme ça, il va pouvoir gouverner, il va pouvoir faire ce qu'il veut faire, le projet qu'il avait pour la France. Donc, premièrement, ça fait que l'Assemblée nationale est toujours à peu près aux ordres du président, parce qu'elle a été élue grâce au président. Mais ça fait que le Premier ministre est aussi fidèle au président, parce qu'il a été aussi élu grâce au président, déjà parce qu'il est nommé par le président directement, mais aussi parce que la majorité sur laquelle il se tient à l'Assemblée nationale, c'est la majorité du président. Rien que ça, déjà, ça donnerait au président un pouvoir énorme, mais en plus, le gouvernement, en France, a énormément d'outils pour contraindre le Parlement, c'est ce qui s'appelle le parlementarisme rationalisé. C'est parce que là, de nouveau, De Gaulle, il avait vu la 4e, il était là, je trouve le gouvernement, il n'a pas assez de pouvoir, et donc j'aimerais lui donner plus de pouvoir. Il a plusieurs choses, le gouvernement. Déjà, il a un domaine des lois qui s'appelle le domaine réglementaire, qui est exclusif au gouvernement sur certains domaines. Il a, très connu, le 49.3, qui permet au gouvernement de faire adopter une loi sans vote, et cette loi est seulement adoptée s'il y a une motion de censure qui est adoptée. Mais donc ça contraint les gens qui supportent le gouvernement, mais juste pas qui supportent cette loi en particulier, parce que si t'es pour le gouvernement, juste pas pour cette loi, tu vas dire « Ah, cette loi, elle est pas assez importante, je vais pas renverser le gouvernement juste par cette loi », et donc le gouvernement peut faire passer des lois contre l'Assemblée nationale, il peut limiter le temps des débats, donc ça fait que le gouvernement a énormément de pouvoir, mais donc le président a, à travers le gouvernement, énormément de pouvoir également. En plus de ça, le président a beaucoup de pouvoir direct, déjà il a beaucoup de pouvoir de nomination, il nomme beaucoup de gens, les préfets, les diplomates, etc., et le Parlement ne peut pas s'opposer à ces nominations. En termes de conseil constitutionnel, c'est pas vraiment un contre-pouvoir non plus, étant donné que le président nomme un tiers du conseil constitutionnel, et le président de l'Assemblée nationale nomme aussi un tiers, et le dernier tiers c'est le président du Sénat, mais vu que le président de l'Assemblée nationale, vis-à-vis de ce que j'ai dit avant, est souvent du parti du président, et bien en fait, de fait, le président il nomme 2 tiers du conseil constitutionnel, et donc le conseil constitutionnel ne censure les lois du gouvernement que vraiment alors si c'est explicitement contre la Constitution. En termes de contre-pouvoir vis-à-vis des décrets ou des normes ou du pouvoir réglementaire, il y a le Conseil d'État qui lui aussi s'oppose des fois aux actes du gouvernement ou des préfets. Le président il a aussi énormément de pouvoir parce que l'article 11 de la Constitution lui permet, sur la demande du Premier ministre, de mettre certaines lois directement au référendum sans passer par l'Assemblée nationale. Et ça, on peut penser, ah oui, c'est démocratique, les référendums, mais vu que c'est le président qui choisit tout seul quelle loi est soumise au peuple et quand il est soumis au peuple, c'est pas le peuple lui-même qui choisit sur quoi il va voter, c'est alors le président, il dit, ah oui, moi j'aimerais faire cette loi elle va bien me faire voir, ou alors ah, cette loi elle est un peu controversée, donc ça va être bien, il va pas faire forcément voter le peuple sur des lois sur lesquelles il veut voter en fait, il force le peuple à voter sur les trucs qu'il a peut-être pas envie de voter dessus, et donc c'est pour ça que cet instrument n'est pas hyper démocratique, surtout parce qu'il lui permet de contourner totalement le Parlement. Enfin, dernier pouvoir que le président français a, c'est un pouvoir potentiel, c'est l'article 16 de la Constitution, qui lui permet, en cas d'urgence, de déclarer l'état d'urgence, et de prendre tous les pouvoirs exécutifs et législatifs, et de faire la loi du temps que le problème est résolu. Le problème, c'est que la seule personne qui choisit c'est quand que l'article 16 il est invoqué, c'est le président. Et il y a personne d'autre qui peut lui dire « Ah non, t'as tort, c'est pas du tout une urgence, pourquoi tu prends tous les pouvoirs ?» Et donc, au vu de tous ces problèmes, ce risque dictatorial, parce que on l'a vu là avec Macron, ces derniers temps depuis 2024, même si le président et le gouvernement n'ont pas une majorité absolue à l'Assemblée nationale, il a juste une majorité relative, moi j'aime bien dire pluralité de l'anglais pour bien dire que c'est pas une majorité, il a pas 50% des voix plus 1, rien que ça suffit à maintenir en place un gouvernement, parce que s'il y a une motion de censure, bah là Macron ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit oui bon, le gouvernement je le renomme dans 3 mois, en attendant le gouvernement précédent gère les affaires courantes, mais donc les affaires courantes c'est quoi? Bah c'est juste les affaires normales, donc il gère juste les affaires normales, et après juste il a renommé 2, 3, 4 fois un Premier ministre de son camp, et au bout d'un moment, les gens en avaient marre de voter des motions de censure. Au final, la coalition macroniste, les Républicains, avec leur petite majorité relative, ont permis de se maintenir au gouvernement pendant longtemps. Et donc, comment on pourrait modifier la 5e pour un peu garder l'esprit de la 5e? Moi, j'ai mes idées d'institution politique idéale, mais qui n'ont rien à voir avec la 5e. Mais quelles sont quelques modifications qu'on pourrait apporter afin de faire en sorte que, justement, cette 5e, il y ait moins de risques un peu dictatorial? Le premier truc, c'est là, ce que j'ai dit avant, que le président il a toujours sa majorité à l'Assemblée nationale après son élection, ça s'appelle le fait majoritaire. Bah, une manière assez simple de faire en sorte qu'il n'y a pas de fait majoritaire, c'est juste de synchroniser les élections législatives et les élections présidentielles. Le premier tour des législatives se trouve en même temps que le premier tour des présidentielles, le deuxième tour en même temps, ça fait qu'il y aura moins cet effet de fait majoritaire, et les gens qui sont déjà mobilisés pour la présidentielle bah, pourront aussi voter pour les législatives, ce qui fait qu'il n'y aura pas ce biais dans la participation pour le président. Une autre manière pour aller plus loin, pour faire en sorte que même
assez certainement, on peut pas avoir ce biais que 25-30% des voix fait que tu as une majorité absolue à l'Assemblée nationale, c'est juste faire la proportionnelle. On fait de la proportionnelle au premier tour des présidentielles, ça permettra d'avoir une Assemblée nationale beaucoup plus représentative du champ politique de manière générale. Et ensuite, il faut un peu combler les lacunes qu'il y a dans le texte de la Ve République, qui permet justement au président d'exploiter les choses, donc c'est-à-dire réformer l'article 16 pour faire en sorte que soit l'abolir totalement, soit dire non mais c'est pas le président tout seul qui peut choisir, réformer l'article 11, pour dire que ouais, l'article 11, il faut même peut-être une participation citoyenne, ou alors aussi que l'article 11, parce que c'est vrai que je vais pas parler de ça, mais De Gaulle, il a utilisé l'article 11 pour réformer la Constitution, pour faire passer le fait de lire le président au suffrage universel direct, mais l'article 11, à la base, en fait, si tu regardes le texte, c'est clair que c'est assez inconstitutionnel de faire ça, parce que l'article 11, il est fait pour les lois, il y a une procédure spécifique pour modifier la Constitution, qui est l'article 89. Alors juste, petit cut, parce que mon explication de l'article 89 était totalement erronée. L'article 89, il prévoit que pour modifier la Constitution, c'est la réforme, elle est sur proposition du président, elle doit passer l'Assemblée nationale et le Sénat à majorité simple, et ensuite soit c'est 3/5 du Congrès, donc 3/5 de l'Assemblée nationale et du Sénat réunis, ou alors c'est référendum vis-à-vis du peuple. C'est pour ça que, par exemple, Sarkozy a pu réformer la Constitution pour faire adopter le traité de Lisbonne européen, malgré le fait que le peuple s'était exprimé contre la Constitution européenne 2 ans plus tôt, parce qu'il a passé par l'aspect 3/5 du Congrès. Donc c'est un peu bizarre que le président il peut contourner cet article-là par l'article 11 pour faire directement par référendum sans passer par les chambres du Parlement, c'est assez clair que c'était pas prévu comme ça, mais vu que De Gaulle l'a utilisé comme ça, et ben un président pourrait l'utiliser pour réformer la Constitution à son avantage, profiter peut-être d'un effet d'halo juste après les présidentielles, réformer la Constitution avec 50% plus une voix dans une direction qui l'avantagerait. Donc là, il faudrait aussi réformer l'article 11 pour dire explicitement non, t'as pas le droit de réformer la Constitution pour ça, clarifier les gouvernements d'affaires courantes, quels sont leurs pouvoirs, que le président est obligé de nommer un Premier ministre dans un certain délai après que le Premier ministre d'avant s'est fait censurer, donc un peu fermer tous ces loopholes, et finalement, évidemment, le 49.3, ça, c'est quand même dans la rationalisation du parlementarisme, même si une certaine rationalisation était peut-être nécessaire, c'est là, il va trop loin, donc juste abolir pleinement et simplement le 49.3. Et ensuite, on peut aller plus loin, on peut instaurer quelques éléments de démocratie directe, donc une loi qui passe le Parlement, elle peut être challengée en référendum après un nombre de signatures, afin que des lois qui sont clairement contre la volonté du peuple ne passent pas. Je pense à la réforme des retraites, peu importe ce qu'on pense de la réforme des retraites, c'est pas démocratique du tout, vu comme c'est passé. Et après, on peut même essayer d'aller plus loin, mais là, la Ve République ne ressemblerait plus vraiment à la Ve République. Voilà,